L'honorable premier vice-président du conseil départemental et municipal, premier adjoint au maire, a conféré ce lundi 29 janvier 2024 avec M. Quentin Tesser, sous-directeur d'Afrique centrale de la direction de l'Afrique et de l'océan Indien au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Le diplomate français qui s'est réjoui d'être à Pointe-Noire, ville havre de paix, de stabilité et de dialogue, a salué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays et les deux présidents. Louis-Gabriel Missatou et Quentin Tesser ont évoqué le volet de la coopération qui connaît déjà un coup d'accélérateur au travers les jumelages entre les villes de Havre et de Pointe-Noire. On a évoqué tous les projets de coopération que l'on mène en commun, à la fois à l'échelle nationale entre les gouvernements français et congolais, mais aussi à l'échelle locale, entre notamment la ville de Pointe-Noire et la ville du Havre, qui ont développé une coopération décentralisée très importante et qui permet à la fois au Havre et à Pointe-Noire d'apprendre les uns des autres. On a parlé beaucoup d'économie, du développement économique de la ville et de l'ensemble de la région, l'importance du port autonome de Pointe-Noire et la façon dont les entreprises congolaises et françaises peuvent travailler ensemble pour contribuer à ce développement économique. Cette audience a été l'occasion de passer en revue la coopération sur les axes prioritaires, notamment dans les domaines de l'assainissement. C'est une excellente nouvelle que la coopérative agro-pastorale Yadi à Pointe-Noire ait été dotée d'une miellerie et du matériel apicole moderne pour la production à grande échelle du miel. Une aventure artisanale qui a commencé depuis 5 ans, jour pour jour, et va connaître une avancée technologique de pointe, grâce à la mansuétude de la coopération chinoise au travers d'une action salvatrice posée par l'ambassadrice de Chine au Congo, son Excellence Li Yan. La miellerie est une activité artisanale importante, mais qui nécessite la passion, la ténacité, ce qui a permis à Juste Gomagabou et sa coopérative à s'engager dans une série de 11 batailles portant principalement sur la contribution à la protection de l'environnement, l'installation d'une usine de fabrication de ruches, le piégeage, le suivi et la récolte en continu du miel et d'autres produits de la ruche, la création d'une école de formation en apiculture professionnelle, l'obtention d'une certification de miel, la mise en place des plantations d'arbres à espèces mellifères, la promotion de la question du genre dans le secteur de l'apiculture, la création des succursales des centres de formation dans les autres départements du pays, le lancement d'un plaidoyer pour faire de l'abeille une espèce intégralement protégée dans notre pays, la contribution à la création d'une fédération congolaise des apiculteurs professionnels et enfin l'installation d'une miellerie moderne. 7 de ces grandes batailles programmées ont été réalisées. D'autres sont en voie de l'être. Un rêve devenu réalité, Juste Gomagabou ne s'est pas empêché de lancer ce qu'il aura qualifié de l'appel de Pointe-Noire aux apiculteurs de demain. Je saisis donc cette occasion pour lancer ce jour un appel à la formation en apiculture professionnelle à nos jeunes compatriotes et à emboîter le pas à tous ceux qui vous ont déjà précédés. Car l'apiculture professionnelle, bien maîtrisée et bien suivie, avec une ferme volonté, est un secteur qui peut vous permettre d'éviter tant soit peu cette formule d'usage qui est devenue très familière. J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter un emploi en qualité de ça là non. C'est donc l'appel de Pointe-Noire que je lance aujourd'hui aux apiculteurs de demain, avec l'espoir qu'il aura un écho favorable ici à Pointe-Noire et à l'intérieur des autres départements du pays. L'événement que nous vivons en ce moment me ramène à l'extrait du discours
prononcé par le révérend pasteur Martin Luther King en date du 28 août de 1963 devant le mémorial Lincoln de Washington, capitale des États-Unis raciste à l'époque, je cite, « I have a dream ». J'ai fait un rêve. J'ai rêvé un jour, avait-il déclaré, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir autour d'une même table. J'ai rêvé un jour où mes autres 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront plus jugés par rapport à la couleur de leur peau, et les jeunes petits garçons noirs et les jeunes petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Et comme vous pouvez le constater, ce rêve s'est réalisé ce jour. La coopération entre la coopérative Yadi et les autorités chinoises émane de l'étroit maintien de communication entre les deux parties, ce qui a permis un déblocage d'un montant de 8 millions de francs CFA d'équipement à la coopérative, comme l'a annoncé ici l'ambassadrice Liane. Depuis 2022, l'ambassade de Chine a maintenu une communication étroite avec la coopérative Yadi sur la coopération dans le domaine de l'apiculture. Elle a décidé de fournir 1 million de francs CFA d'équipements aux coopératives, y compris la combinaison de protection et les machines de stockage du miel, pour soutenir le développement de l'apiculture et la diversification économique du Congo. Nous espérons sincèrement que ces équipements contribueront véritablement au développement vigoureux du coopérative Yadi, que le miel doré pourra éradiquer la pauvreté du Congo, apporter des bénéfices et promouvoir la coopération, et que la coopérative Yadi pourra conduire les jeunes, les femmes et les enfants congolais à réaliser l'objectif de faire du Congo un pays producteur et exportateur du miel en Afrique. Que dire encore si ce n'est encourager la coopérative de produire du miel localement et de bonne qualité et de contribuer à l'économie locale et participer à la fois à la protection de l'environnement et à la promotion de l'apiculture au Congo. La solidarité parlementaire a été sur la sellette cette fin de week-end à Pointe-Noire. Elle s'est exprimée au travers les descentes dans les circonscriptions électorales 1 et 2 de Luandjili. Les députés de la majorité parlementaire de Madingu dans la Bwenza, de Kayi 2, d'Onvuti, d'Ongoyo, de Tchambanzassi, tous ou presque comme leurs collègues Suzanne Kabaveli de Luandjili 1 et Fred Mamona de Luandjili 2, faire la restitution des assises de la 4e session parlementaire tenue du 15 octobre au 23 décembre 2023 à Brazzaville. La 4e session ordinaire dite budgétaire qui s'est achevée le samedi 23 décembre 2023 s'est tenue du 15 octobre au samedi 23 décembre 2023. L'ordre du jour de cette session comportait 18 affaires, dont 9 retenues par la conférence des présidents du dimanche 8 octobre 2023 et 9 ajoutées en cours de session. Il s'agit de 1. Projet de loi de règlement de budget de l'État exercice 2022. 2. Projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Affaire numéro 3. Projet de loi portant loi de finances pour l'année 2024. Affaire numéro 4. Projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Affaire numéro 5. Projet de loi portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Affaire numéro 6. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Affaire numéro 7. Projet de loi portant orientation de la réforme de l'État. Affaire numéro 8. Projet de loi réglementant la concurrence. Affaire numéro 9.
projet de loi portant création de l'autorité nationale de la concurrence. Affaire numéro 10, projet de loi portant protection du consommateur. Affaire numéro 11, projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre la République du Congo et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui à la gouvernance et à la diversification économique, en sigle PAD phase 1. Affaire numéro 12, projet de loi fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Affaire numéro 13, projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de financement relatif au projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale entre la République du Congo et l'Association internationale de développement, en sigle AID. Affaire numéro 14, projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt pour le deuxième financement à l'appui des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en sigle BIRD. Affaire numéro 15, projet de loi autorisant la ratification de l'accord du deuxième financement des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive entre la République du Congo et l'Association internationale de développement, en sigle AI. Affaire numéro 16, projet de loi portant création de la Caisse congolaise d'amortissement des emprunts souscrits par la République du Congo. Affaire numéro 17, séance de questions d'actualité. Et enfin, affaire numéro 18, je vous en prie, séance de questions orales au gouvernement avec débat. Et compte rendu, la circonscription électorale de Luandili 2 a été bel et bien prise en compte dans le budget d'investissement, comme le stipule ici Fred Mamouna. Notre circonscription, elle est bel et bien prise en compte dans le budget d'investissement grâce à la contribution de l'État congolais à la phase 3 du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, connu sous le nom du projet ONU Habitat. Il convient de vous rappeler que ce projet vise l'aménagement des forages d'eau potable, des dispositifs de ramassage des ordures ménagères, de pavage des routes, de construction du marché de Mbota, de régularisation des foncières au niveau du Kamtier Kam 4, de construction de murs de clôture du collège de Tchinyambi, de mise en place d'un mécanisme de subvention pour le développement des activités génératrices de revenus par les populations. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, telle est l'économie de cette restitution des conclusions des travaux de la 4e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale jeudi. Après cette phase de restitution, les honorables députés se sont prêtés à l'exercice des questions-réponses des électeurs. De même qu'ils ont reçu, dans le cadre des échanges des vœux, des présents des électeurs, fruits de leurs sémences, des chemises et des vivres. Aussi, les mandants sont sortis de cette rencontre satisfaits des réponses et avec l'espoir de voir leurs doléances être traduites en réalité à l'Assemblée nationale. Lorsque nous votons les députés, nous leur remettons notre confiance. Et quand ils partent à l'Assemblée, c'est pour aller exposer nos situations de doléances et défendre nos problèmes au niveau de circonscription. Donc pour moi, je suis très ravi du fait que l'honorable a pratiqué cette descente dans notre circonscription. J'étais très ravi parce que j'avais deux préoccupations essentielles qui me tenaient à cœur. C'est sur l'éclairage de l'avenue du Congola qui est resté sans fuite depuis lors, malgré qu'on avait bitumé cette avenue-là. Et puis nous avons aussi un problème récurrent d'eau. Donc nous faisons vraiment des corvées d'eau avec des petites familles. Donc il y a même dans des maisons, nous avons des robinets qui sont devenus des monuments. Donc il faut courir de gauche à droite pour se procurer de l'eau. Le problème que j'ai évoqué font partie des problèmes intégrants de la vie sociale. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Et le courant, c'est la lumière. Donc ça nous permet d'être dans l'éclairage. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Donc si aujourd'hui, ce que j'ai évoqué, je pense que c'est des questions qui viennent de toucher l'honorable. Parce que c'est un être humain. Si à côté de lui, il est en train de boire de l'eau, non? Donc ça veut dire quoi? L'eau, elle est indispensable pour nous. Donc je pense que ces questions sont très très louables et je pense que je trouverai une solution à ce genre de questions.
À Ouesso, dans le département de la Sanga, le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirine-Boulou, a ouvert le 28 janvier 2024 les travaux de la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux. Organisée sur le thème « Le préfet et les politiques publiques », la rencontre de Ouesso a pour leitmotiv de doter les autorités locales des compétences nécessaires pour la bonne gestion des cités. Pour cette session, vont vous permettre de cerner davantage ce que vous demande le gouvernement. Les débats que j'imagine riches, fructueux, doivent pouvoir être l'expression du niveau partagé de nos responsabilités et de la fécondité de notre esprit à rechercher en permanence toujours d'initiatives nouvelles et concertées pour des perspectives communes rassurantes. Il s'est de noter que les communications au cours de ces assises porteront entre autres sur le financement des investissements des collectivités locales et le rôle du préfet dans le recrutement par remplacement numérique pour cause de décès, de départ ou de mise à la retraite. Inscrit dans le cadre du lancement des opérations d'assistance humanitaire, un nombre important de vivres et non-vivres, y compris des médicaments de première nécessité, a été distribué aux victimes des inondations dans les arrondissements 6 et 8 de Brazzaville, notamment 20 114 personnes, soit 4 500 ménages sinistrés de Talangaï, et 1176 personnes, soit 543 ménages sinistrés de Madjibou. Des opérations d'assistance humanitaire lancées par la ministre des Affaires sociales, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbansa. Je voudrais à tous nos compatriotes victimes de ces inondations exprimer la compassion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, ainsi que leur engagement à apporter une réponse d'urgence à votre souffrance, l'activité de ce jour constituant le point de départ de cette réponse. Ces bénéficiaires qui ont exprimé leur vive gratitude au gouvernement congolais ont suggéré à l'endroit des services de la météo de communiquer davantage autour des aléas du climat. Je ne peux qu'avoir de bonnes impressions là-dessus. Je remercie beaucoup, c'est un soulagement avec tout ce que nous avons suivi. Il y a des instruments qui existent pour prévenir ce qui peut arriver demain ou après-demain. Si on l'avait fait à temps, je pense que les gens auraient pu peut-être de disposition. Lancé à Brazzaville au nom du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, ces opérations d'assistance humanitaire s'étendront sur l'ensemble des localités du pays affectées par les inondations. Les vœux de nouvel an du président du parti Les Souverainistes, Ephraim Dav Mafoula, à la presse ont été couchés le 27 janvier à Brazzaville par une conférence avec la presse. Outre ses angoisses et ses appréhensions en raison de la déconfiture de la situation nationale, il a prêché l'espoir et surtout réitéré son soutien aux subventions à la presse pour, dit-il, préserver le quatrième pouvoir. À quelques heures de la fin du premier mois de l'année 2024, Dav Mafoula se démarque de l'ensemble de la classe politique en s'illustrant comme le premier acteur public à présenter ses vœux de nouvel an à la presse et être l'un des rares qui plaide pour la subvention de la presse. Il complimente le labeur qu'accomplissent les acteurs du quatrième pouvoir malgré les dures conditions et le difficile environnement d'exercice. J'ai une pensée particulière pour les médias privés qui, malgré leur volonté de fournir une information fiable et objective dans ce secteur concurrentiel, se retrouvent souvent limités, faute d'un accompagnement conséquent de la part des pouvoirs publics. Je pense également aux conditions difficiles de travail auxquelles sont exposés les professionnels des médias évoluant dans le secteur public. À cela, il faut ajouter les pressions de toute forme qu'ils subissent chaque jour dans l'exercice de leur métier.
Pour le président des souverainistes, la liberté de presse est un principe non négociable. La presse, mesdames et messieurs les journalistes, doit être libre. Il est essentiel de le rappeler. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie. C'est pourquoi il est primordial de la respecter, de la protéger, et son pluralisme doit être encouragé. En tant que parti de l'opposition, nous soutiendrons toujours le principe de subvention de la presse parce qu'elles permettent de garantir l'indépendance de la presse, des médias et de préserver le rôle de quatrième pouvoir, le pouvoir de dénoncer les injustices et de faire émerger la vérité. Au-delà de ces constats et propositions en faveur de la presse, Ephraim Dav-Mafoula ne pouvait être muet face à la trajectoire de déclin dans laquelle nos dirigeants actuels ont placé notre pays. Parce que, dit-il, lorsqu'on aime son pays, on refuse de l'abandonner sur la trajectoire de déclin, de laisser les erreurs et les mauvaises décisions de ses dirigeants précipiter ses espoirs vers le bas. Félicitations. À 2 ans de l'élection présidentielle, il se fait le devoir d'analyser et de réfléchir sur les maux qui gangrènent le pays et menacent son avenir. Depuis 3 ans, nous sommes témoins de l'inertie du gouvernement et de son incapacité à solutionner les problèmes des Congolais. Alors, je me dois de vous faire part de mes préoccupations et de mes inquiétudes. 3 ans se sont écoulés depuis la réélection du président de la République à la tête de notre pays. 3 longues années durant lesquelles certains de nos compatriotes, avec un peu d'optimisme, ont espéré un changement, une amélioration de notre situation. Mais au lieu de cela, nous avons vu et nous en sommes témoins que notre pays sombre dans la détresse. La vérité est que rien ne va dans notre pays, puisque les promesses faites lors de sa campagne électorale par le président n'ont pas été tenues. Et lorsqu'elles ont trouvé un semblant de réalisation, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes des Congolais. En guise de proposition au président de la République, il dit « Notre pays n'a plus besoin d'un cercle d'amis, dépassé par les enjeux du moment. Ce gouvernement a montré les symptômes de son épuisement. Son impuissance devant les problématiques des Congolais est non seulement notoire, mais fait perdre également le temps et l'énergie à notre pays, au moment où il a besoin de redoubler d'efforts. Dav-Mafoula n'est pourtant pas un soldat de l'apocalypse. En effet, il fait savoir « Notre pays a déjà traversé des épreuves tout au long de son histoire. Et à chaque fois, le Congo a su se relever. Il a su surmonter les difficultés et avancer. C'est pourquoi j'invite le président de la République à s'inspirer de notre passé pour que notre pays retrouve la voie des équilibres. Aussi, a-t-il plaidé pour la libération d'André Okombi-Salissa et de Jean-Marie Michel Mokoko. Parlant de la tournée nationale initiée par son parti dénommé Mbongi Tour, il annonce qu'elle se poursuivra et espère que le Mbongi Tour sera bénéfique pour apaiser, rassembler et reconstruire notre pays. Plus rien ne va au sein du parti de Pascal Lissouba. L'actualité au sein du parti l'UPADES est dense. Ce parti de Pascal Lissouba a connu des moments de gloire et aussi des moments de traversée du désert.
Cependant, en 2013, le parti a connu un renouveau de l'espoir, un espoir qui aujourd'hui semble se ternir dans les images du changement climatique, à en croire les membres du parti de la diaspora. L'UPADES est en difficulté, comme le souligne ce courant dénommé Esprit UPADES France, dont nous vous proposons un extrait de leur communication à l'issue de leur retrouvailles ces derniers jours à Paris. Notre parti, légué à titre gracieux au peuple congolais par le professeur Pascal Lissouba, traverse une crise apocalyptique depuis juin 2017, date de la fin de la légalité et de la légitimité des instances issues du congrès de juin 2013. L'UPADES est aujourd'hui assimilable à un navire dont le contrôle a été pris par un groupe de pirates et ces derniers ont mis entre parenthèses toute la programmation du navire pour lui imposer leur agenda tant sur la forme que sur le fond. Nous pouvons citer la suppression des congrès. On assiste à la suppression des congrès au sein de l'UPADES. Comme nous l'avons dit et comme nous l'avons tous constaté, après le congrès de 2013, les suivants qui devraient avoir lieu en 2017 et 2021 se font toujours attendre. On assiste aussi au remplacement des congrès par le Conseil national qui devient compétent pour proroger la validité des mandats de toutes les instances du parti, à savoir le mandat du premier secrétaire du parti, le mandat du secrétariat national, le mandat du bureau politique, le mandat du Conseil national et j'en passe. Ce Conseil national est devenu compétent pour nommer les membres du Conseil national. Lorsqu'on pose la question à ces pirates que nous sommes, la question est « taisez-vous, sinon nous vous suspendons ». Il existe une opacité dans la gestion du patrimoine et des fonds du parti que nous pourrons développer ultérieurement. Camarades militants et sympathisants de l'UPADES, la problématique qui se pose au sein de notre parti est celle de l'illégalité et de l'illégitimité. Les choses sont claires et simples. Si nous nous mettons dans l'esprit du professeur Pascal Lissouba, l'esprit de Yabakole Hervé, qu'est-ce qui se passe? L'article 63 des statuts modifiés du Congrès de 2013 stipule clairement que le premier secrétaire du parti est élu par le Congrès pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Est-ce qu'au regard de cet article 63, le premier secrétaire actuel peut s'asseoir sur un fauteuil et dire qu'il est encore premier secrétaire de l'UPADES? Il a été élu par le Congrès de 2013 pour un mandat de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 2017. À partir de juin 2017, sans congrès et sans coup férir, la direction du parti a fonctionné normalement dans une illégalité, une illégitimité, pour se rendre compte en 2021 qu'il y avait quand même un problème. Ces pirates ont décidé de proroger le mandat des instances par l'acte 2021/001/UPADES/Conseil national /Secrétariat national du 13 février 2021. Malheureusement pour nous, ces pirates, pour nous les pirates, le Conseil national n'a pas la main pour proroger les mandats
des instances du parti. Et en plus, même si le Conseil national avait la main de proroger ses mandats, que faisons-nous de l'intervalle entre juin 2017 et février 2021, date à laquelle on a prorogé ces instances? Je signale à nous tous que les débats stériles dans lesquels nous nous lançons aujourd'hui n'ont aucune utilité. La question de savoir si le Conseil national a le pouvoir de proroger les instances du parti peut peut-être se poser. Mais l'intervalle libre qui s'est écoulé entre juin 2017 et février 2021, qu'est-ce que nous en faisons? Cet intervalle libre a plongé toutes les instances du parti dans une illégitimité et une illégalité et annule cette possibilité que pouvait avoir le Conseil national à proroger les instances du parti. Le constat est clair et indiscutable. Toutes les instances du parti sont devenues illégitimes et illégales depuis juin 2017. Camarades membres du secrétariat national sortant, que nous sommes, par notre faute, l'UPADES a perdu tous ses moyens. À l'instar de l'Afro-américain George Floyd, représentant l'UPADES dans ce scénario, dans ce narratif, je nous demande, nous, secrétariat national, nous qui nous comportons comme le policier Derek Chauvin, de retirer notre genou sur le cou de l'UPADES. Je demande par ailleurs au camarade Pascal Ngamassa, autorité morale, de prendre d'une part toute la mesure de la crise et d'autre part toutes ses responsabilités pour la recherche d'une solution politique à cette crise. Cette solution politique passera inévitablement par la mise en place d'un comité ad hoc qui conduira l'UPADES vers un congrès extraordinaire, unitaire et apaisé. Pointe-Noire, poumon économique du Congo, est aussi connu pour son brassage culturel. Au quartier populaire de Fontiétier vit un orchestre pas comme les autres. Le Tempo Music, un groupe de jeunes artistes qui se caractérisent par l'originalité de leurs instruments, exclusivement composés d'objets de récupération. On ramasse tout dans les poubelles, les pots de peinture, les couvercles, les sacs avec lesquels les femmes font le marché. On récupère aussi des objets en caoutchouc et avec tout ça, on fabrique nos instruments. Autre particularité de l'orchestre, la batterie gérée par une fille, Michina, qui se passionne pour cet instrument depuis ses 2 ans. Ma mère souhaite me voir continuer dans la musique, mais mon oncle s'y oppose. J'ai dit à mon papa, non, vous avez refusé que je joue au foot. Laissez-moi faire la musique, c'est mon don. Vous savez que Werason a commencé la musique aussi jeune que moi et il a grandi dans cet art. Tous scolarisés, ces musiciens profitent des week-ends et des vacances scolaires pour vivre leur passion dans les principales artères de Pointe-Noire. Et grâce à leurs propres compositions ou des reprises de grands noms de la musique africaine, ils ont réussi à conquérir leur propre public. C'est quelque chose de génie, parce qu'ils ont vraiment, avec des petits trucs seulement, ils ont su faire quand même un orchestre pareil. Les Roga ont commencé comme ça dans le quartier à Ouenzé. Donc ces enfants-là, c'est les moyens qui manquent. S'il y avait des moyens, vraiment c'est les enfants à progresser. Et c'est justement le problème de ces jeunes qui ne gagnent qu'entre 8 000 et 15 000 francs CFA par sortie, voire 25 000 pour une invitation.
trop peu pour leurs ambitions. Notre groupe n'avance pas. On a commencé en 2011, à l'âge de 6 ans, mais rien n'a évolué. On a besoin d'un soutien pour jouer sur de vrais instruments comme les occidentaux. On veut aussi être connu et voyager hors du pays. Ces artistes en herbe ont déjà composé près d'une quinzaine de chansons. Ils rêvent désormais d'enregistrer un premier album et se lancer à la conquête du monde, à l'instar d'orchestres mythiques africains tels que le Wenge Musica de Werason ou encore le Quartier Latin de Koffi Olomide.